Coucou les petits poulpes. J'ai pas mal de retard dans mes updates lecture, donc je vous propose ici un petit update lecture à thème. On va parler de fantastique et de fantasy en particulier. Il y a pas mal de lectures que j'ai faites sur liseuse et donc je n'aurai pas le livre physique à vous montrer, mais comme d'habitude je vous mettrai une petite miniature de la couverture pour que vous puissiez vraiment visualiser le livre si jamais le titre ne vous dit rien. Tout d'abord on va parler d'un livre fantasy. Je sais pas exactement si je peux dire que c'est du young adult parce qu'il y a des scènes de sexe, donc ça pourrait plutôt le placer dans du new adult. C'est un gros mélange, mais personnellement j'ai adoré. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. En anglais, il est connu sous le titre de A Court of Thorns and Roses. Donc c'est un livre qu'on a énormément vu sur Booktube et sur la Blogo, mais c'est un livre qui a été un coup de cœur pour moi alors que c'était un peu inattendu. Il s'agit donc d'un livre fantasy et d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête, version fantasy. On va découvrir Fer, une jeune femme qui vit dans la pauvreté avec son père et ses deux sœurs. Ses sœurs, elles sont un petit peu superficielles, tandis que Fer, elle s'occupe de chasser et d'essayer de nourrir sa famille. Son père ne fait plus grand chose pour elle, donc voilà, il y a un petit peu que sur elle qu'on peut monter. Un jour, elle va aller dans la forêt, elle va tuer un loup, parce qu'elle va se dire waouh, un loup, on va pouvoir manger pendant des semaines avec ça. Sauf que ce loup n'était pas un loup normal, il s'agissait d'un faé qui était transformé. Donc un faé, c'est pas vraiment expliqué ce que c'est une créature surnaturelle. Moi j'imagine ça comme une sorte d'humanoïde, très très beau, très très grand, et voilà. Évidemment pour avoir tué l'un des leurs, les faés vont pas être très contents et l'un d'eux va venir chercher Fer chez elle et lui dire en fait soit tu meurs soit tu viens avec nous. Évidemment Fer elle tient un petit peu la vie, donc quitte à choisir, elle préfère aller avec eux, même si ils sont réputés pour être des créatures sanguinaires, démoniaques, cruelles, très 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 méchantes. Mais bien évidemment, Fer va se rendre compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, comme elle aurait pu le croire. Donc pour moi, Fer, c'est une héroïne que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle a vraiment pas froid aux yeux, elle est forte, elle va droit au but, elle ose dire les choses sans avoir peur de froisser les faés qui sont pourtant des êtres très puissants. Pour information, les faés principaux qu'on découvre dans ce premier tome, puisqu'il s'agit d'une trilogie principalement, ensuite apparemment il va y avoir des tomes un petit peu hors série. On va découvrir Tamlin et Luciane, donc je sais pas, moi je le prononce Luciane. Donc voilà, Fer, elle avait un petit côté piquant et sarcastique qui m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment attachée à ce personnage, en fait j'avais presque de l'affection pour elle. Quand elle était triste, j'étais triste, et quand elle était heureuse, j'étais heureuse. Enfin, c'était très spécial, je m'identifiais beaucoup à elle en fait. Quant à Tamlin, contrairement à tous les avis que j'ai pu voir sur la Blogo et sur Booktube, en tout cas la grande majorité, moi j'ai adoré Tamlin. Alors il y a certaines personnes qui le trouvent fade, mais en fait il veut juste rendre Fer heureuse et faire ce qui est bien pour elle. Et contrairement à Rhysand, donc qui est un autre faé, que les autres ont beaucoup apprécié, personnellement Rhysand, mais je le trouve détestable. Mais c'est un homme qui pense que tout et tout le monde lui appartient, et qui pense que Fer lui appartient comme ça du jour au lendemain, et qui dit t'es à moi, tu m'appartiens. Mais en fait, je comprends pas comment on peut aimer un personnage à ce point détestable, alors que Tamlin, qui est fade, fait tout pour Fer. Enfin, je pense pas que quelqu'un de gentil soit fade en fait. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Pour moi, Rhysand, il ne sert que ses propres intérêts, alors que Tamlin, lui, se préoccupe de son peuple et de Fer. Quant à l'histoire en elle-même, l'aspect fantasy est très très bien développé. On voit plein de créatures qui m'étaient en tout cas totalement inconnues, donc je ne sais pas si ça vient d'un folklore ou de légende, ou alors si Sarah J. Maas les a totalement inventées, mais en tout cas c'était très intéressant à découvrir. Il y a une bonne progression dans l'histoire, une bonne évolution des personnages, l'action à la fin est oufissime, franchement à la fin je retenais mon souffle quoi, et je tournais les pages comme ça, je pouvais plus m'arrêter tellement c'était intense. Je vais vous faire une petite confession, mais vous le répétez pas. En lisant Un palais d'épines et de roses, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti en lisant Twilight il y a quelques années de ça maintenant. Une sorte d'addiction, de péché mignon qu'on aime lire et qu'on aime découvrir. Alors que c'est pas un chef-d'œuvre, vraiment pas. Mais c'était sympa à lire, ça fait du bien. On est complètement immergé dans un autre univers qui nous paraît à la fois magique et qui pourrait quand même être réel. C'était un petit plaisir coupable quoi.
mais ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai complètement oublié de le dire et j'en suis désolée, mais Un palais d'épines et de roses est édité aux éditions La Martinière Jeunesse. On passe au premier tome des Hauts Conteurs intitulé La Voix des Rois de Olivier Perru et Patrick Maxpert que j'ai ici aux éditions Pocket, mais en grand format. C'est édité chez Scrinéo, une maison d'édition que j'adore, peut-être que vous le savez maintenant, ou peut-être pas, et donc je vous l'apprends. C'est la maison d'édition où Gabriel Katz est édité. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Patrick Maxpert aux Imaginales, donc de cette année, et on a pu beaucoup parler de ce livre et j'ai été ravie de notre échange. C'est le premier tome d'une série en plusieurs tomes, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. On va découvrir Roland, qui est un fils d'aubergiste qui a 13 ans, si mes souvenirs sont bons, et qui voit son avenir tout tracé, puisque son père est aubergiste et le seul fils de la famille, donc normalement, il va devenir aubergiste à son tour après. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, puisque les Hauts Conteurs vont faire leur apparition dans le village et l'un d'eux va disparaître mystérieusement. Et donc d'autres vont arriver pour élucider le mystère. Roland va en fait devenir un Haut Conteur à son tour, puisque c'est lui qui a retrouvé l'homme disparu, et donc il va faire partie de la confrérie des Hauts Conteurs. Roland est un personnage assez sympathique, mais ce n'est pas du tout mon préféré. Mon personnage préféré dans ce livre a été Mathilde, qui est la mentor de Roland, donc qui est une Haut Conteuse et qui va lui apprendre tout ce qu'il a à savoir pour devenir un membre à part entière de cette confrérie. Dans ce premier tome, elle reste quand même très mystérieuse, donc j'ai hâte de voir comment elle va être développée par la suite. Quant à Roland, en fait, ce qui m'a beaucoup gênée par rapport à lui, c'est que ses réflexions et ses actions ne correspondent pas à son âge. Pour moi, je lui aurais donné facilement 15 ans, voire plus, et là il en a 13. Il faut que je vous parle rapidement de l'écriture, parce qu'elle est splendide. Elle est poétique, magnifique, tout en restant très simple et accessible à un public jeune. Il y a vraiment un style d'écriture particulier, mais c'est pas du tout compliqué à lire, vraiment j'insiste sur ce point. C'est très poétique, mais très simple et rapide à lire. Et il y a aussi quelques images dedans. Par exemple, on a des pages de manuscrits. Ou ce genre de choses. Ou encore ça. Alors oui, c'est de la fantaisie, mais je trouve que ces images apportent vraiment un côté réaliste au récit, puisque malgré tout, c'est une histoire qui se passe au XIIe siècle dans les royaumes d'Europe. Donc c'est dans notre monde, ça pourrait se passer. Et en fait, ces petits ajouts, ces petites images de manuscrits retrouvés, d'éléments, des Hauts Conteurs, ça fait vraiment penser que ça existe en fait. Donc c'est vraiment un gros plus. Au niveau des Hauts Conteurs, ils sont assez mystérieux, leur quête reste très originale et je vous laisserai la découvrir quand même parce que c'est un élément assez important du livre. Quant aux créatures qu'on rencontre, elles restent assez classiques, mais il y a quelques petits détails qui diffèrent et donc ça les rend quand même un petit peu originales. J'ai bien aimé aussi ce point. Donc voilà, pas vraiment de point négatif pour ce livre pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne découverte et j'ai vraiment hâte de lire la suite des aventures de Roland, Mathilde et les autres conteurs. On passe maintenant à un classique du genre fantastique, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, ici dans une magnifique édition de chez Marabout. C'est un format qui est assez spécial, il est beaucoup plus carré que d'autres livres, il est ni grand format, ni petit, ni semi. C'est un format très spécial, mais personnellement j'aime beaucoup parce que il se tient très bien en main. Alors par contre, clairement la police d'écriture en 18, bof. Vous connaissez probablement ce grand classique de la littérature fantastique, mais moi j'avais essayé d'en apprendre le moins possible pour le découvrir entièrement et j'ai été pleinement satisfaite. C'est une histoire, comme vous le savez sûrement, de sorte de double personnalité, mais on ne sait pas vraiment si c'est quelque chose de magique, de scientifique, de chimique. C'est mystérieux. Comme je le disais, j'ai été totalement satisfaite par cette lecture puisque j'avais réussi à ne pas en savoir trop et donc j'ai été très surprise par certains éléments du livre. Aussi, pour un livre qui date des années 1880, il faut savoir que l'écriture est extrêmement simple et que je n'ai pas du tout eu l'impression de lire un classique mais plutôt un livre contemporain qui aurait pu sortir très bien cette année quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est lisez-le si vous ne l'avez pas encore découvert. C'est un classique du fantastique, il se lit très vite, très bien, il est très court et c'est super intéressant à découvrir. Croc-Mon, qu'est-ce que tu fais bébou? Et enfin, pour terminer, un autre classique du genre fantastique où j'ai eu une petite période où j'avais envie de découvrir des livres anciens, c'est donc Maître Zacharius ou L'horloger qui avait perdu son âme de Jules Verne. Monsieur Jules Verne, s'il vous plaît. Jules Verne était un homme qui aimait faire de nouvelles découvertes, des expériences, etc. Je pense par exemple au Nautilus à 20 milieux sous les mers,
ou des choses comme ça, où il fabrique des machines qui défient complètement l'imagination. Dans Maître Zacharius, on va retrouver un petit peu cette patte de Jules Verne. Donc dans la ville de Genève, on va suivre un horloger, Maître Zacharius, qui est extrêmement réputé pour avoir inventé l'horlogerie. Donc c'est-à-dire qu'il a inventé l'horlogerie comme on la connaît aujourd'hui. Les montres, les horloges, etc. C'est grâce à lui qu'on mesure le temps, tel qu'on le mesure aujourd'hui. Donc voilà, qui a le cadran avec les aiguilles, etc. C'est grâce à Maître Zacharius. Donc, bien sûr, il est très riche, tout le monde vient lui acheter des montres, des horloges, etc. Mais un jour, il va y avoir un petit souci puisque les clients vont ramener les montres et les horloges à Maître Zacharius car elles s'arrêtent, elles se stoppent sans aucune explication. Et à l'intérieur de la montre ou de l'horloge en elle-même, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne correctement et Maître Zacharius et son apprenti ne comprennent pas d'où la panne provient. À chaque arrêt d'une montre ou d'une horloge, le cœur de Maître Zacharius va s'arrêter de battre. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, son cœur va s'arrêter et donc il va tomber et pratiquement dans les pommes quoi. Et du coup, il risque de mourir si toutes ces horloges ne fonctionnent plus. Donc Maître Zacharius, pour préserver sa vie, va conclure un pacte avec une créature qui se trouve être le maître du temps. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est une nouvelle qui est très courte et donc sinon je vous révèle toute l'intrigue, c'est un peu dommage, je pense que je vous en ai déjà dit un peu trop. En tout cas c'est assez spécial comme histoire, c'est très noir, très gothique, il y a pas mal d'allusions à des choses que j'ai pas totalement comprises, mais on sait jamais vraiment pourquoi les horloges et les montres s'arrêtent de fonctionner. Mais bon, c'est sympa, ça fait une petite œuvre de Jules Verne à découvrir. Et puis la fin est assez bizarre, mais satisfaisante, si je peux dire. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!